remercie toutes et tous d'être venus. Ce matin, nous avions la salle comble pour le beau concert de piano avec les grands compositeurs hongrois. Avec les plus forts, je parle dans le microphone. Et cet après-midi, c'est traditionnel quand il s'agit de politique, de choses moins festives que la musique. C'est un peu plus difficile de mobiliser le public. La fois, vous êtes venus nombreux, merci beaucoup. Alors, nous sommes tous très heureux et très honorés de recevoir Georges de Habsbourg-Lorraine, ambassadeur de Hongrie en France depuis 2021, ici à Grenoble, pour parler de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne. Avant d'annoncer un peu le plan de cette séance, je voudrais quand même faire des remerciements qui sont entièrement mérités. Donc remercier la ville de Grenoble et Europe Direct, cette ouverture européenne de Grenoble, très active, avec des personnes très agréables et très travailleuses. Ensuite, le musée de Grenoble qui nous reçoit ici dans cette belle salle, et Musée en musique, avec qui nous coopérons donc, depuis de longues années. C'est la 29e fois que nous recevons le représentant d'un pays qui est la présidence de l'Union européenne. Donc c'est quand même de longues années de coopération, une quinzaine d'années qui se dessinent ici. Nous remercions aussi, bien entendu, l'association France-Hongrie-Dauphiné qui a été très active pour l'organisation de la venue de Monsieur l'ambassadeur. Et je vais donner maintenant un peu le plan, et puis Lupay, bien entendu, dont le président nous fait le plaisir d'être là, au premier rang, Henri Oberdorf, l'université populaire européenne de Grenoble. En ce qui concerne le plan de ce qui va se passer dans l'heure et demie qui vient, Monsieur l'ambassadeur souhaite ne pas parler très longtemps et il souhaite beaucoup parler avec le public. Donc il parlera 20-25 minutes, c'est-à-dire en gros jusqu'à 16h, 15h55. Ensuite, il y aura une conversation avec la salle et faites part de vos remarques, de vos observations, posez des questions. Et bien sûr, nous savons tous que la Hongrie et son Premier ministre sont au cœur de l'actualité et que le Premier ministre, en tout cas, est vu parfois de manière un peu critique par notre presse. Donc voilà, faites écho, parlez, posez des questions. C'est pour ça que Monsieur l'ambassadeur est venu, il est très conscient de ces questions. Alors, je ne présenterai pas Monsieur l'ambassadeur qui a fait des études qui parlent 6 langues, dont bien entendu le hongrois. Et je parlerai de sa famille. Je parlerai de son grand-père, qui est le dernier empereur d'Autriche-Hongrie, Charles Ier. Et je parlerai de son père, qui a joué un grand rôle dans mon enfance, parce que j'ai grandi dans la ville de Nancy. Et c'est à Nancy, la capitale de la Lorraine, certains disent Metz, mais ils se trompent, c'est Nancy. C'est à Nancy que se sont mariés les parents de l'ambassadeur, de Monsieur l'ambassadeur, et aussi son père, Otto de Habsbourg, était non seulement avec le titre de Lorraine, mais aussi le titre du duché de Bar. Alors, le duc est une ville aussi où j'ai travaillé. Donc j'ai grandi dans une ambiance Otto de Habsbourg, et enfant, je lisais les éditoriaux de Otto de Habsbourg dans l'Est républicain. Donc c'est une famille qui m'a accompagné toute ma vie. Et Otto de Habsbourg était un grand Européen, un très grand Européen. Il a été d'ailleurs député au Parlement européen pour le parti chrétien social bavarois. Voilà. Et Otto de Habsbourg, il a fait quelque chose quand même que j'ai découvert seulement maintenant, c'est qu'il a été l'un des premiers à mettre en garde contre Poutine. Il l'a fait avant sa mort, il est mort presque centenaire en 2011, et il l'a fait au début de notre siècle, au début du XXIe siècle. Il a dit attention, ce gaillard-là, c'est un technocrate, il est brutal et il déclenchera des guerres. Donc je rends ici hommage à cette lucidité qui n'était pas générale à l'époque, en tout cas pas chez moi par exemple. Voilà, j'ai cessé de parler
Et je vous cède très volontiers la parole, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et je suis en train de penser de changer la profession parce que je dois devenir pianiste. Parce que quand je vois avec les pianistes, il y a beaucoup plus de monde dans la salle. Ça serait plus intéressant que d'être un ambassadeur. Mais comme on a dit, j'essaie de ne pas être trop lent et comme ça que nous avons eu la possibilité de parler probablement des sujets qui sont plus intéressants pour vous. Laissez-moi commencer, avant de parler de la présidence, de vous parler un peu de la relation entre la Hongrie et la France. Parce que je pense que ça c'est aussi une chose qui est assez importante. J'ai maintenant la chance d'être ici depuis presque 4 ans. Et comme je suis arrivé, c'était le temps de Covid, c'était un peu compliqué d'être ici. Naturellement, on se prépare pour son devoir et on se prépare en train de regarder comment c'est cette relation entre la France et la Hongrie. La première chose qu'on fait, c'est de lire les journaux. On prend les articles qui sont écrits. Et moi, j'ai lu les articles sur la Hongrie. Ils étaient tous négatifs, difficultés, qu'est-ce qui se passe avec la Hongrie, le Premier ministre, qu'est-ce que c'est la situation là-bas. Moi, j'ai pensé, bon, c'est assez compliqué si la presse est tellement pleine des informations plutôt négatives sur la Hongrie. Mais après ça, je suis arrivé et j'ai vu que les relations entre la France et la Hongrie vont très bien. Si on voit les relations commerciales, la France est le 5e plus grand investisseur en Hongrie. Il y a plus de 550 compagnies françaises qui travaillent en Hongrie, qui sont responsables pour presque 50 000 places de travail, ce qui est beaucoup pour nous. Et je vois que la collaboration dans les questions de l'énergie va très bien, de défense, il y a des contacts très étroits entre la France et la Hongrie. La culture, aussi, il y a beaucoup des concerts hongrois en France, pas seulement à Paris, mais aussi dans les différentes régions. Il y a des grands événements français en Hongrie. Là aussi, ça va très bien. Et si on est un ambassadeur et on regarde tous les chiffres, on voit comment c'est la relation entre les deux pays, on est très content. Aussi dans le monde politique. Le Premier ministre et le président Macron, ils sont dans une relation très bien, ils se rencontrent aujourd'hui, ils sont ensemble aujourd'hui à Budapest, et demain aussi, le président sera à Budapest. Alors, tout me semble très très bien, mais malheureusement, ça, vraiment cette réalité des contacts entre les deux pays, et l'image que nous avons très souvent dans la presse de la Hongrie ne vont pas très bien ensemble. Alors, comme ça, c'est très bien quand on a la possibilité de vraiment parler comment c'est la situation en Hongrie, qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi est-ce qu'il y a toujours aussi des informations ou des corrections qui n'arrivent pas dans la presse, et malheureusement, il y a très souvent, ils sont en train de répéter des critiques vers la Hongrie. Si je peux prendre un sujet, et probablement on pourra parler aussi des autres sujets plus tard, mais c'est la question de l'Ukraine. Parce que toujours la Hongrie est présentée comme l'ami de la Russie, le représentant de la Russie en Europe, c'est très dangereux ce que la Hongrie fait. Les gens qui disent ça, ils ont oublié premièrement qu'en 1956, et on est en train de célébrer maintenant le mémoire de 1956, ce qui est arrivé en Hongrie, et que nous savons assez bien qu'est-ce que ça veut dire l'Union soviétique et qu'est-ce que ça veut dire quand on est en conflit avec l'Union soviétique et qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des tanks et des soldats dans ton propre pays. Mais naturellement, on oublie aussi que la Hongrie était membre du pacte de Varsovie, c'était un satellite des soviétiques, et naturellement l'Union soviétique a toujours utilisé l'énergie comme une arme. Alors l'énergie, c'était aussi, naturellement en Russie, on a eu beaucoup d'énergie, l'énergie était utilisée comme une arme pour mieux faire la connexion des différents pays avec l'Union soviétique. Alors, nous, la Hongrie, malheureusement, on a un très très grand problème. On a le problème qu'on est dans une position géographique géniale parce qu'on est dans le centre d'Europe et on est vraiment, si on regarde une carte de l'Europe, on voit vraiment que la Hongrie est dans le centre. Mais malheureusement, notre énergie, elle vient de la Russie. On n'a pas accès à la mer. On ne peut pas avoir un terminal GNL. Et aujourd'hui encore, 85% de notre gaz et 66% de notre pétrole arrivent de la Russie. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas changer d'un jour à l'autre, malheureusement. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de travailler
de diminuer la quantité de gaz et de pétrole qu'on reçoit de la Russie. Mais jusqu'on arrive à ce moment, et encore un chiffre qui est assez important, 85% des immobiliers en Hongrie sont chauffés par gaz. Alors, si on ne veut pas que tout le monde a froid et on n'a pas d'énergie pour les investissements qui se font en Hongrie, il faut parler avec les Russes et il faut trouver une solution d'avoir de l'énergie de là-bas. Alors, naturellement, on est en train de construire beaucoup des oléoducs et des gazoducs avec nos pays voisins pour avoir la possibilité d'avoir de l'énergie des autres sources, mais ça c'est tous une chose qu'on ne peut malheureusement pas faire très vite. Deuxième chose, on oublie aussi très souvent que nous avons une minorité hongroise en Ukraine. Alors, à la frontière, si on est à la frontière de la Hongrie avec l'Ukraine, à l'autre côté de la frontière, en Ukraine, il y a des villages avec des écoles hongroises, avec des musées hongrois, avec des églises hongroises, avec des prêtres hongrois. Alors, ça c'est une minorité hongroise qui habite là-bas. Et là, quand on amène des armes dans les zones où il y a des Hongrois, il y a toujours le danger que les Russes vont attaquer. Ils font ça, on voit ça chaque soir dans les nouvelles. Et alors, si on amène des armes par la frontière, on met toute cette minorité hongroise qui est là en danger. Et à l'autre côté, que nous avons un intérêt profond que cette guerre se finisse, c'est aussi parce que naturellement il y a beaucoup de soldats ukrainiens de la minorité hongroise. Alors on a aussi beaucoup des Hongrois qui meurent dans cette guerre, et ça nous met très très proche à ce conflit qui est vraiment horrible. Et ça, c'est vraiment une chose qui... Il y avait le temps formidable en 90, 95, 2000, où on a pensé que la guerre ne revient pas en Europe. La guerre est revenue avec toutes ses difficultés. Et pour ça, pour nous, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour amener la paix un peu plus proche, ça c'est une chose très importante. Mais à l'autre côté, il faut maintenir le contact avec les Russes pour les questions de l'énergie. Naturellement, ça sont toutes des informations qui, malheureusement, ne font pas leur chemin dans les différents journaux et on dit « Ah, encore une fois, il y avait un politicien hongrois qui était en Russie, qui a parlé avec des politiciens russes. Ça veut dire qu'ils ont des contacts et ça crée des problèmes. » Non, malheureusement, il y a des questions qui ne sont pas idéologiques, mais qui sont mathématiques, qu'il faut trouver une solution et qu'il faut naturellement travailler beaucoup pour avoir des solutions que l'on a vraiment à la possibilité de diminuer notre dépendance de la Russie. Mais parlons un peu de la présidence. La présidence, c'est une occasion très très bien pour un pays de un peu influer les sujets sur lesquels l'Union européenne devait penser, devait s'occuper, et d'organiser un tout petit peu la logistique des différentes réunions qui se font dans l'Union européenne. C'est pour nous maintenant la deuxième fois que nous avons la chance de l'organiser. La première fois, c'était en 2011. La situation était un peu, la situation internationale était aussi très compliquée en 2011 parce qu'il y avait la crise économique, il y avait beaucoup de conflits internationaux. Mais la différence, c'était qu'en 2011, nous avons eu la première moitié de l'année, parce que c'est toujours 6 mois une présidence. Alors en 2011, c'était de janvier jusqu'à juillet. Et naturellement, quand on a la première moitié de l'année, on a beaucoup plus de temps. Pourquoi? Maintenant, nous avons la deuxième moitié. Ça veut dire on peut travailler dans la première semaine de juillet, après ça, tout le monde disparaît dans le sud ou dans le nord et se met à la plage et n'aime pas beaucoup travailler. Dans le mois d'août, la plupart des pays sont fermés. Et naturellement, on a septembre, octobre, novembre. Et en décembre, tout le monde est en train de penser à Noël et partir pour les vacances de Noël. Pour ça, on a vraiment assez peu de temps de faire notre programme. L'autre chose, c'est naturellement, quand on a beaucoup de conflits internationaux, ça crée un intérêt beaucoup que les gens s'occupent avec le Gaza, avec l'Ukraine, avec les élections du Parlement européen, avec les nouvelles commissaires qui vont arriver, avec les élections aux États-Unis qu'on vient de passer. Alors il y a beaucoup de sujets qui n'ont aucune connexion avec nos priorités, mais c'est pour nous très important de vraiment amener ces différents sujets en avance. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ces préférences? Ces priorités se font premièrement dans une collaboration de 3 pays, parce qu'on a un système qui s'appelle le trio, parce qu'on sait très bien que 6 mois, ce n'est pas beaucoup de temps pour travailler
très fort sur des différentes questions. Alors, on met 3 pays ensemble, dans notre cas. C'était l'Espagne, la Belgique et nous. Et ces pays, avant de commencer leur présidence, ils se mettent ensemble et ils travaillent sur des différents sujets qui sont importants pour les 3, pour les amener, pour avoir 1 an et demi pour travailler sur ce qui sont. Alors nous avons naturellement la possibilité de dire qu'est-ce qui est important pour la Hongrie. On a pensé, on va faire une chose. On ne va pas seulement, disons, dans le ministère, travailler sur les priorités. On a commencé pendant 2 ans de voyager en Europe, de se rencontrer avec des différentes ONG, avec des gouvernements, avec des spécialistes, avec des universités, pour vraiment trouver des sujets qui sont les plus importants et qui aussi ne sont pas seulement importants pour nous, mais qui ont vraiment un intérêt pour toute l'Union européenne. Et comme ça, nous avons fait un ensemble de 7 priorités que nous avons présentées au mois de juin. Et ces priorités, on va les utiliser parce que pendant la présidence, et on oublie un peu ce que ça veut dire cette présidence. Alors, cette présidence, ça sont 1400 réunions. Des 1400 réunions, il y a à peu près 230 en Hongrie, le reste est à Bruxelles. Mais toutes ces réunions sont organisées par des fonctionnaires hongrois, par des politiciens hongrois, en Hongrie par le ministère des Affaires européennes et le bureau de Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères. Mais ce sont beaucoup de réunions où on a la possibilité de donner l'agenda pour faire ces réunions et vraiment amener nos priorités dans ces différentes réunions. Alors, quelles sont les priorités que nous avons? La priorité numéro 1, c'est la compétitivité de l'économie européenne. C'est la défense, un sujet très important pour nous. L'élargissement est aussi très important. L'immigration, cohésion, agriculture et démographie. Alors, ce sont les sept sujets qu'on essaye d'aborder. Alors, je vais vous très vite parler des différents sujets et ce qui est important pour nous. Compétitivité. Compétitivité, on a parlé ce matin sur le sujet de la compétitivité. L'économie en Europe ne va pas bien. Parce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit le développement que l'économie fait aux États-Unis, on voit le développement de l'économie en Asie, en Chine, en Corée du Sud, en Asie, mais on voit que malheureusement la compétitivité de l'économie européenne est dans une situation assez difficile. Ça arrive naturellement par beaucoup de raisons. Par exemple, une raison, c'est que l'énergie aux États-Unis, c'est beaucoup plus bon marché que dans l'Union européenne. Alors ça donne beaucoup plus de possibilités. Les Américains font une politique très offensive de convaincre des compagnies européennes pour aller aux États-Unis. Mais c'est vraiment, il faut s'occuper de rester compétitif dans ce combat avec les autres pouvoirs qui sont si importants. Cette année, il y avait, probablement vous avez vu dans les journaux, il y avait aussi beaucoup de spécialistes qui se sont occupés de cette question. Il y avait l'ancien Premier ministre de l'Italie, M. Letta, qui a fait un rapport très important sur le marché intérieur et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le marché intérieur de l'Union européenne. Il y avait un comité des spécialistes franco-allemands qui ont travaillé sur le sujet de la compétitivité et aussi il y avait un rapport de M. Mario Draghi qu'il a présenté pour vraiment, avec ses idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour la compétitivité. Alors nous prenons tous ces rapports qui sont vraiment très bien travaillés, très bien développés et on essaie de faire un programme et on est en train de présenter ce programme demain à tous les différents chefs d'État de l'Union européenne qui vont se réunir à Budapest et on va essayer de trouver une solution naturellement en collaboration avec les autres pays, d'avoir vraiment des projets très concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la compétitivité européenne? Comment est-ce qu'on peut aider aux entreprises européennes pour devenir plus compétitives et quels sont les moyens de mieux les aider?
Le second, c'est la défense. Naturellement, défense, pour nous, comme je vous ai dit, j'ai parlé déjà de l'Ukraine, j'ai parlé déjà de notre position géographique, j'ai parlé déjà que vraiment on est en train d'avoir la guerre devant notre porte. La défense devient un sujet très très important. Et on voit que malheureusement, dans les dernières années, on n'a pas fait assez en Union européenne pour travailler sur la défense européenne. Parce qu'il est très très nécessaire de vraiment donner plus de coordination à tout ce qui fait dans les différents pays membres de l'Union européenne. Il faut coordonner les activités en ce qui concerne la défense, parce qu'on est devenu, disons, un peu trop relaxé quand on parlait de défense, parce qu'on a pensé qu'il y a les Américains vont nous aider s'il y a un problème. Alors comme ça, plutôt on se concentre sur l'économie et sur le développement de l'économie en Europe. La défense, on le laisse un peu aux Américains, ce qui n'est pas bien, parce qu'il faut parler de la défense européenne. Il faut parler sur la recherche, de faire une meilleure défense. Il faut trouver comment est-ce qu'on peut aider à l'industrie de défense, comment est-ce qu'on peut faire des achats des armes dans l'Union européenne et comme ça donner plus d'importance à l'industrie de défense de l'Union européenne. Et là, nous avons commencé avec un conseil qui va maintenant, et aussi on a la chance d'avoir un commissaire qui s'occupe de la défense. Alors, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire pour mieux coordonner les questions de la défense. Troisième point, l'élargissement. Un sujet qui est aussi très important pour nous parce qu'on parle de nos voisins. Parce que nous sommes, on a comme voisin la Serbie, mais naturellement nous sommes très proches de la Macédoine, du Kosovo, de l'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, des pays des Balkans occidentaux. Et on a vu que vraiment on a promis beaucoup il y a 13 ans, presque, encore plus, 14 ans. On a promis beaucoup aux pays de Balkans occidentaux s'ils font les réformes nécessaires qu'ils peuvent s'approcher à l'Union européenne, mais malheureusement, politiquement, ils n'avaient pas vraiment l'intérêt de faire ça. On a toujours dit non, vous devez encore plus travailler, plus faire ça et ça et ça, et comme ça vous allez vous approcher à l'Union européenne. Malheureusement, on a un peu manqué l'intérêt politique pour faire ça et pour faire avancer cet élargissement. Maintenant, on a une situation politique avec l'Ukraine et la Moldavie et la Géorgie que les gens recommençaient de parler de l'élargissement et de voir la nécessité vraiment d'aller en avant avec l'élargissement de l'Union européenne. Là, nous disons une chose très très claire. L'élargissement de l'Union européenne peut seulement se faire à base de mérite. Alors, si un pays se prépare bien s'approcher à l'Union européenne, ils font les réformes nécessaires, ils travaillent pour accepter tout ce que l'Union européenne demande d'un pays qui veut s'approcher et entrer dans cette Union européenne. À la fin, s'ils font ça, et s'ils méritent d'avancer, ils doivent avoir aussi la possibilité de devenir membres. Alors, il y a des pays, par exemple, si on parle de Monténégro, qui est très petit, qui travaille depuis très longtemps pour se préparer pour l'Union européenne, mais malheureusement, politiquement, il y avait toujours une certaine... on a freiné un peu cette idée de faire un élargissement. Et moi aussi, je suis très malheureux quand on dit toujours « Ah, non, il faut attendre que tous les pays sont prêts, et comme ça, on va faire un grand élargissement avec beaucoup des pays qui vont entrer. » Ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne solution, parce que comme ça, vraiment, il faut parler avec chaque pays, il faut négocier avec chaque pays, et quand le pays le mérite, il faut l'accepter dans l'Union européenne, parce qu'ils ont fait les réformes nécessaires pour devenir membre. Alors, nous travaillons beaucoup avec les différents pays du Balkan occidentaux. On a des spécialistes en droit qui travaillent aussi dans les différents pays membres pour les aider dans ce processus d'entrée dans l'Union européenne. Et comme ça, c'est un sujet qui est vraiment très important pour nous. Quatrième point de l'immigration. L'immigration, c'est aussi un sujet qu'on voit partout, parce que maintenant aussi dans les différents pays de l'Union européenne, on voit que les solutions qu'ils ont présentées pour gérer la migration, malheureusement, dans beaucoup des pays ne fonctionnent pas. Là, naturellement, il y a aussi une
une chose qu'il faut voir un peu différemment, c'est comment gérer la migration quand elle est arrivée dans l'Union européenne. Et aussi, à l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider dans les pays où la migration commence? Qu'est-ce qu'on fait avec les pays du transit où les migrants sont en train de passer pour aller à l'Union européenne? Et aussi, comment est-ce qu'on peut aider aux pays du Méditerranée, d'où sortent les migrants qui vont arriver en Europe? Alors, on essaye vraiment de concentrer, pas comment on gère la situation des migrants dans l'Union européenne, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est en train d'essayer de trouver des solutions, plus ou moins difficiles, mais il est aussi très nécessaire de s'occuper des pays où la migration commence. Et là, la Hongrie a aussi des exemples à présenter parce qu'on a beaucoup de projets, et spécialement dans le Moyen-Orient, on a des projets en Afrique où on essaie vraiment d'être présent et de faire de l'aide, pas seulement humanitaire, mais aussi d'aider avec des questions de l'eau, agriculture, mais aussi humanitaire, école, hôpital, pour que les gens peuvent rester chez eux et ils n'ont pas besoin de se mettre sur le chemin tellement dangereux pour aller en direction d'Europe. Mais c'est plutôt qu'on se concentre sur cette côté et pas la question de la migration dans l'Union européenne. Le cinquième point, c'est la cohésion, parce qu'il y a encore beaucoup de régions dans l'Union européenne qui ne sont pas développées de la même manière que, disons, la totalité de l'Union européenne. Alors, il y a beaucoup de régions qui ont encore besoin d'une aide spéciale pour mieux se développer. Et naturellement, on fait ça aussi en connexion avec la compétitivité, parce que c'est aussi très important de voir quelles sont les régions où on a la possibilité de développer encore la situation dans ces régions, comment est-ce qu'on peut utiliser l'argent mieux pour aider dans ce développement et aussi pour aider d'avoir ça aussi dans le concept de la compétitivité et aider à l'économie européenne. On aura un rapport très important qui va se présenter sur l'utilisation de l'argent pour cette région où la cohésion est nécessaire. Et nous sommes en train de faire l'évaluation de ces rapports de la cohésion. Le sixième point, c'est l'agriculture. Alors ici en France, je ne dois pas raconter les difficultés de l'agriculture parce que vous voyez très bien avec les démonstrations des agriculteurs qu'il y a beaucoup de problèmes pour l'agriculture en Europe. Et là, il faut vraiment travailler pour aider les agriculteurs. Et ce qui est encore plus important, que malheureusement j'ai entendu qu'en France aussi il y a un grand problème, que les agriculteurs très souvent ne trouvent pas des héritiers qui reprennent leur position. Alors ils n'ont pas les enfants qui ne sont pas prêts parce qu'ils ne voient pas la nécessité avec toutes les règles qui existent, qui viennent de l'Union européenne, avec tout l'argent qu'ils ne reçoivent pas ou ils ont des difficultés de le recevoir. Et c'est vraiment nécessaire parce qu'on peut survivre avec beaucoup de choses, mais sans manger, ça c'est très difficile et il faut aider aux agriculteurs de faire leur vie, disons, plus facile, de regarder qu'ils ne doivent pas, avec toutes les règles que nous avons dans l'Union européenne, entrer dans une compétition avec des agriculteurs qui sont dans des pays où les mêmes règles n'existent pas et pour ça ils ont la possibilité de produire beaucoup plus bon marché. Alors, il faut aider aux agriculteurs. Là aussi, la Hongrie a une certaine connaissance de cette situation parce que nous avons aussi l'Ukraine dans notre voisinage qui produit beaucoup de l'agriculture où nous avons essayé de les aider parce qu'ils ne pouvaient pas l'amener à la mer Noire pour amener le grain par les bateaux. Alors, on a essayé de les aider de passer par la Hongrie avec les grains. Malheureusement, on a eu le problème que beaucoup de grains est resté en Hongrie. Alors, le stockage était plein des grains qui sont venus de l'Ukraine. Il est venu la récolte en Hongrie et les gens n'ont pas eu la possibilité de faire le stockage parce que c'était pris par des produits qui sont venus d'ailleurs. Ce qui a créé beaucoup de problèmes, mais là, il faut vraiment toujours avoir l'agriculture sur l'agenda et nous avons une spécialité qui est aussi très importante, c'est le gaspillage alimentaire.
Alors il faut travailler sur le gaspillage alimentaire et travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on jette trop des aliments. Il faut beaucoup plus s'occuper avec ces questions de gaspillage. La dernière question, c'est la démographie. Et la démographie, c'est aussi un sujet très en voie parce que nous avons travaillé dans les dernières années très fortement sur la démographie. On est vraiment un des très peu de pays dans l'Union européenne qui nous sommes sortis d'une situation très faible démographiquement parce que dans l'année 2010, une famille hongroise a eu 1,2 enfants, ce qui est rien, parce que dans la société, on a besoin de 2,2, 2,3 enfants pour se maintenir. Aujourd'hui, on a fait beaucoup des programmes pour aider aux jeunes familles, pour donner des crédits quand ils se marient, qu'il ne faut pas les repayer ou seulement un certain pourcentage quand on a 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Donner une aide spéciale pour s'acheter des voitures plus grandes, pour donner aussi de l'aide pour s'acheter des appartements et de logements. Alors, ce sont tous des exemples qu'on peut donner. Mais, avec ça, on est maintenant à 1,6 enfants. Ce n'est pas encore beaucoup, je sais très bien, mais on est dans le bon chemin qu'il y a un peu plus des enfants qui naissent en Hongrie. Mais naturellement, il faut voir que la démographie, ce n'est pas seulement la nativité. La démographie, ça veut dire aussi, ça c'est tous les différents âges et toutes les différentes difficultés qui arrivent avec l'âge. Aussi, les personnes âgées ont besoin la situation s'est changée dans les dernières années et il faut voir comment on peut aussi voir d'améliorer la situation des personnes âgées dans l'Union européenne, parce qu'on devient plus vieux, heureusement, mais ça arrive avec certaines questions, et de voir que la démographie a beaucoup de différentes facettes sur lesquelles il faut travailler. Naturellement, j'aimerais bien maintenant de vous dire, de ces 7 points, on a déjà fait ça, et ça, et ça, et on est en travaillé, et déjà on a pris la décision. Je ne peux pas le faire, parce que ce sont des sujets que nous amenons dans les discussions de l'Union européenne. Alors il y a encore quelques mois, et probablement il y a quelques années, que nous avons la possibilité de présenter qu'est-ce qui s'est arrivé avec l'initiative que nous avons prise en Hongrie, et comme ça je peux vous présenter les résultats que nous avons eus avec les différents points que nous avons amenés à la table quand les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis. Mais j'espère qu'on va avancer demain avec le sommet que nous avons à Budapest. Aujourd'hui, on a aussi un événement, pardon, j'ai même oublié de parler des grands événements que nous avons prévus avec cette présidence, parce qu'un des plus grands événements, c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous allons 46 chefs d'État à Budapest pour le CPE, la communauté politique européenne. Presque tous les pays européens vont être représentés à Budapest. Ils vont travailler sur 2 sujets. Ils vont parler sur la migration et sur la sécurité économique de l'Europe. Ce sont deux sujets très très importants. Il y aura beaucoup de temps où les chefs d'État ont la possibilité, en bilatéral et en petit groupe aussi, de parler des autres sujets. Il y aura sûrement une grande discussion entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y aura une discussion pour la Serbie et le Kosovo pour avancer vraiment les négociations entre des pays qui ont des conflits. Alors ça, c'est un événement qui est vraiment historiquement unique en Hongrie, d'avoir 46 chefs d'État à Budapest. Alors ça, c'est vraiment une grande chose pour nous. Demain, les chefs d'État de l'Union européenne restent pour la réunion du sommet du Conseil. Et nous allons avoir aussi au mois de décembre un autre sommet avec les pays des Balkans occidentaux pour travailler sur l'élargissement et pour voir comment on peut mieux les aider dans le processus de l'élargissement. Alors ça, c'est aussi un projet que nous avons avec notre présidence. Alors comme ça, je vous ai montré un tout petit peu la relation que nous avons avec la France, je vous ai montré un peu les priorités que nous avons, et maintenant je suis absolument ouvert à répondre à toutes les questions que vous avez. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Donc, il nous reste
Il nous reste une bonne demi-heure pour les questions, les observations, la discussion, le débat. Donc il y a déjà une question là-bas, il y en aura une autre là, voilà. Il va y en avoir beaucoup. Nous n'allons pas nous ennuyer. Madame. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour cette présentation. Juste peut-être une question technique. Pourquoi 7 sujets alors que 6 mois? Puisqu'on connaît l'inertie administrative mondiale, elle n'est pas propre à l'Europe. Et du coup, beaucoup de sujets, est-ce que vous avez le temps d'avancer? Pourquoi cette présidence change tous les 6 mois? Est-ce que les prochains ou les précédents reprennent les sujets évoqués? Et juste dernière chose, sur votre premier point de cette présidence-là, oui, sur la compétitivité, comment, à votre avis, elle est possiblement réalisable, sachant qu'il n'y a déjà pas d'harmonisation fiscale? Oui. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes beaucoup des pays dans l'Union européenne. Et chaque pays, naturellement, aimerait bien avoir une présidence et de vraiment avoir pour un certain temps la possibilité de se présenter comme moi j'ai maintenant la possibilité d'être ici à Grenoble. Demain, je vais l'avoir à Lyon. Lundi, je vais aller à Tours. Le mardi, je vais aller à Poitiers. On a la possibilité de présenter le pays. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Mais si on donnera plus de temps à un pays, ça sera très difficile pour... Il y a seulement pour une année, un pays doit attendre 27 ans pour retourner dans cette position. Pour ça, on a trouvé la solution. On a dit naturellement, vous avez tout à fait raison, 6 mois, c'est pas assez. Alors il faut mettre 3 pays ensemble, et ça s'appelle le trio, comme j'ai parlé. C'était le premier trio, ce qui est aussi très important, a commencé avec la présidence hongroise. Parce que c'était en 2011 où on a commencé de travailler avec ce système de trio, et ça se présentait comme un projet très très bien. Parce que naturellement, les sujets sur lesquels j'ai parlé étaient aussi des éléments dans les priorités des autres pays. Et si l'Espagne n'a pas la possibilité de gérer un sujet qui était très important pour l'Espagne, c'est la Belgique qui va le reprendre et qui va essayer de travailler sur ce sujet. Nous avons pris de la présidence belge 55 différents sujets qui étaient dans la présidence belge, que nous amenons aussi dans la présidence hongroise, pour aussi, disons comme ça, aider à notre trio et faire quelque chose ensemble. Après nous vient la Pologne. Et là, déjà, nous sommes en très bon contact avec la Pologne. Ça c'est déjà le prochain trio, mais nous sommes en contact avec la Pologne pour parler avec les Polonais, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de notre présidence et aussi amener dans la présidence polonaise. Comme si je vous ai dit avant, ils ont un peu plus de temps que nous, parce qu'ils ont vraiment les premiers 6 mois, et comme ça, ils veulent faire quelque chose. En ce qui concerne les impôts et disons la compétitivité, oui, la harmonisation, c'est encore un sujet qui est très très important. Il faut travailler là-dessus. Mais je ne pense pas, disons, c'est une question très importante, mais ce n'est pas la question la plus importante. Je pense en ce moment, et ça c'est aussi dans le rapport de M. Draghi, la question la plus importante, c'est l'énergie. Parce que l'énergie, c'est la base. On a besoin d'énergie. On a besoin de beaucoup d'énergie, et on a besoin d'un prix de l'énergie qui sera acceptable pour qu'on puisse produire à un prix compétitif en Europe, et on a la possibilité d'entrer avec ça, parce que vraiment ce handicap, si on peut dire, d'avoir des prix de l'énergie qui sont tellement hauts comparés avec les États-Unis et les pays asiatiques, ça c'est une chose qui est très très difficile. Mais on a naturellement encore beaucoup à faire aussi dans l'harmonisation de beaucoup des questions dans l'Union européenne. Merci beaucoup pour votre question. Merci. J'avais vu 3 questions. 1, 2, 3. Donc. Oui, bonjour Monsieur Blascourt-Lorraine. Je suis un militant du mouvement européen et je soutiens à ce titre la résistance ukrainienne contre l'agression barbare du Kremlin. Alors je comprends bien qu'un ambassadeur défend la politique de son pays, mais je trouve que vous l'enjolivez beaucoup. Je vous donnerai le conseil de retenir plutôt les conseils de votre père, c'est pour ça que je vous ai donné du
Monsieur de Habsbourg-Lorraine, pour que il y ait cette filiation, plutôt que les décisions de votre Premier ministre. Votre Premier ministre, vous présentez votre Premier ministre comme étant quelqu'un qui, effectivement, est un homme de paix. J'ai une déclaration récente dans laquelle il dit « Il faut résister à Bruxelles comme on a résisté à Moscou ». Vous voyez un peu la comparaison entre Bruxelles et Moscou du temps de l'URSS. Votre pays a immobilisé pendant plusieurs mois l'aide européenne à l'Ukraine. Votre pays a été condamné à 200 millions par la justice européenne pour sa politique migratoire. Donc, je pense que quand on adhère à un pays, comme vous disiez tout à l'heure, il faut le mériter. J'imagine que le mériter, ça veut dire respecter les différentes conditions juridiques. Eh bien, il faut être cohérent, il faut les appliquer. Et je défends le modèle européen qui n'est ni américain ni russe. Et je regrette de vous dire que la Hongrie est très souvent un caillou dans les chaussures des Européens. Merci beaucoup. Merci bien pour votre question. Parce que comme ça me donne la possibilité de vous expliquer. Non. Ah, pardon. Excusez-moi, il y avait une question. Non, Katia, le monsieur était avant. Ah oui. Ah d'accord. Il y a une question qui se rajoute. C'est une question qui se rajoute tout de suite ou vous voulez l'ajouter tout de suite, votre question, vous laissez monsieur l'ambassadeur répondre? On laisse monsieur l'ambassadeur répondre. Oui. On laisse l'ambassadeur répondre. Non, parce que monsieur avait posé la question avant. Non, mais merci beaucoup pour votre question. Malheureusement, je vois que vous lisez très bien la presse française et que ça c'est une chose que moi aussi j'ai lu dans la presse française et j'aurais exactement la même opinion que vous si moi j'ai seulement comme base d'information ce qui est écrit dans la presse. Premièrement, il faut faire quelque chose absolument clair. Ce que nous avons fait avec l'Ukraine, c'était la plus grande action humanitaire dans l'histoire de la Hongrie pour aider à l'Ukraine, qui est un voisin en crise. On a aidé on a eu plus de 1 400 000 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Hongrie. On les a aidés, on a des Ukrainiens qui se trouvent dans les hôpitaux, on fait un entraînement pour les docteurs de l'armée ukrainienne qui s'entraînent en Hongrie. On va avoir la première école entièrement ukrainienne en Hongrie pour les enfants ukrainiens qui se trouvent dans les pays. Et on essaie de les aider où on peut. Il y avait une très intéressante interview de M. Michel, le président du Conseil de l'Union européenne, qui avait dit il y a 2 jours, où finalement il a dit « Arrêtons de critiquer la Hongrie en ce qui concerne les sanctions avec la Russie. La Hongrie a signé tous les sanctions, tous les paquets de sanctions de l'Union européenne et nous avons maintenu toutes les sanctions qui étaient prises contre la Russie. À chaque occasion, quand on parle de l'Ukraine, on dit « l'Ukraine doit recevoir la souveraineté sur son territoire ». Ça veut dire nous sommes absolument en train d'aider aux Ukrainiens qu'ils reçoivent cette souveraineté sur son territoire et travailler dans cette direction. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de critiquer tout le monde qui parle de la paix et seulement de dire que ça c'est important d'envoyer plus des armes, plus des armes, plus des armes. Il faut aussi parler qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour parler comment est-ce qu'on peut vraiment aider à l'Ukraine, mais aussi arrêter le carnage qui se fait là sur le front chaque jour. Et il est absolument nécessaire de aussi parler, parce que si vous voyez le développement de ce conflit en Ukraine dans les derniers 2 ans, on a commencé que les Russes, dans toute leur brutalité, ont commencé une guerre contre l'Ukraine. L'Allemagne a dit on va envoyer des casques. Alors,
c'était pas grand-chose, on ne va pas envoyer des armes, on va envoyer des casques. Après ça, on a dit, ok, on va envoyer des armes, mais on ne va pas envoyer des armes à main, on ne va pas envoyer des artilleries. Ok, on va envoyer des artilleries, mais on ne va pas envoyer des tanks. On va envoyer des tanks, mais pas des avions. On va envoyer des avions, mais pas des soldats. Maintenant, on parle des soldats. On voit qu'il y a un conflit qui devient de plus en plus grand et qui est de plus en plus difficile à contrôler. Il faut regarder que malheureusement, et il faut voir que pendant les derniers 2 ans, on a vu que ça c'est très très difficile de finir ce conflit avec le militaire. Oui, on peut toujours essayer, on peut freiner, on peut envoyer plus des armes à l'Ukraine, mais il faut voir qu'à côté de ça, il faut aussi négocier, il faut utiliser la diplomatie, parce qu'on voit qu'avec des armes, on n'est pas en train d'avancer dans ce conflit. Que la Hongrie a bloqué des choses. Je vais vous dire une chose. Ce que nous avons bloqué, c'est quand on voulait donner, je ne me souviens pas exactement combien des milliards, qui n'était pas une aide pour l'Ukraine, c'était d'argent qui est allé aux différents pays membres de l'Union européenne qui ont envoyé des armes dans l'Ukraine. Les armes étaient déjà là, ça n'a rien changé. Où nous avons posé une question, c'était pas de ne pas envoyer des armes, mais c'était avec l'argent que l'Union européenne voulait redonner aux pays membres de l'Union européenne, où nous avons posé la question d'où vient cet argent. Parce que c'est très important de savoir d'où vient l'argent. Parce que aujourd'hui, on parle des chiffres avec 30 milliards ici, 15 milliards là-bas, 20 milliards là-bas. Il faut aussi savoir d'où vient l'argent. Mais ça n'a rien à faire avec les armes qui sont arrivées en Ukraine. Alors, il y a toujours une certaine balance où il faut voir qu'il y a toujours des différents points de vue. Et laissez-moi vous dire une chose sur les 200 millions et la migration. Nous avons en Hongrie une grande expérience avec la migration, parce qu'en 2015, on était critiqué par tout le monde ce que nous avons fait en Hongrie quand on a fait un renforcement de nos frontières extérieures. Aujourd'hui, avec une grande surprise, on voit que tous les pays parlent de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Tous les pays parlent il faut trouver une solution avec la migration parce que c'est pas gérable. Où sont les gens qui disent la Hongrie a dit ça déjà il y a 9 ans. Ils étaient critiqués par tout le monde. On a dit qu'ils sont il y a la migratophobie. Comment est-ce que la Hongrie peut faire ça? Aujourd'hui, presque tous les pays de l'Union européenne disent la même chose. Pourquoi les 200 millions? Je vais vous expliquer ça. Parce que nous avons dit, avant que les migrants entrent sur le territoire de l'Union européenne, ils doivent registrer ou d'avoir la possibilité de vraiment passer par le processus s'ils peuvent entrer dans le pays en dehors de la frontière de la Hongrie. Et on dit, ça ne peut pas se faire dans le pays, on doit faire ça en dehors du pays, parce qu'on a vu quand ils sont dans le pays, ça fait pouf, ils disparaissent, et on n'a plus la possibilité de les retrouver. Alors, s'ils entrent dans le pays, déjà, avec tout le processus qu'il fallait faire pour voir est-ce qu'ils ont le droit d'entrer, est-ce qu'ils ont le droit d'asile, d'entrer dans les pays. Et aussi, encore une fois, il y a une grande différence entre des réfugiés et des migrants. Il y a 1,4 million des Ukrainiens qui sont arrivés comme réfugiés chez nous. Mais un migrant, c'est une situation différente. Et nous avons reçu 200 millions et 1 million par jour qu'il fallait payer parce qu'on veut que le registre des migrants se fait en dehors du pays avant qu'ils entrent dans notre pays, parce qu'on a vu qu'est-ce que c'est le résultat quand ça se passe. Alors ça aussi, je suis très près d'entrer dans un débat, qu'est-ce que c'est mieux, parce que maintenant, parler avec les politiciens en Europe et ce qu'ils vous disent sur la migration et comment a fonctionné la politique de l'intégration des migrants dans l'Union européenne.
Mais merci beaucoup de me donner la possibilité de vous expliquer ça. Merci. Attends, il y a encore 2 questions, il y en avait normalement une là, tant pis, on va commencer ici. Faites des questions brèves, courtes, parce que nous n'avons plus que 10 minutes. Et je vais donner des réponses courtes, je m'excuse. Non, les réponses sont très bien, c'est des questions qui doivent être courtes. Voilà. Je vais essayer de court, mais vous avez dressé un tableau presque idyllique des relations entre la France et la Hongrie. Mais lorsque j'ai séjourné à plusieurs reprises d'ailleurs, à Budapest, à l'occasion de Colo, j'ai entendu comme des ressentiments vifs vis-à-vis de la France en général et de Clémenceau en particulier, qui, on m'a expliqué abondamment, voulait non seulement l'éclatement de l'Empire austro-hongrois, mais l'éclatement de la Hongrie. Enfin, on me considérait presque quelquefois comme un successeur de Clémenceau. J'étais un petit peu responsable des malheurs de la Hongrie. Ça remonte quand même aux années 80 et 90. Je voudrais savoir si cette sorte de ressentiment est toujours d'actualité. Donc le traité du Trianon. Ah oui, il y avait un ressentiment. Clémenceau aurait eu un ressentiment vis-à-vis de la maison Habsbourg-Lorraine. Je vais donner une réponse très vite. Non, oui, naturellement, quelques ressentiments il y a encore parce que les gens apprennent l'histoire et ils savent très bien qu'est-ce que l'histoire a fait avec le pays. Naturellement, on sait que le pays, la Hongrie, a perdu 2/3 de son territoire par les traités de Trianon. Nous sommes presque le seul pays qui a aucune frontière ou à l'autre côté de la frontière n'est pas une minorité hongroise. Alors, c'est vraiment, ça naturellement a créé beaucoup des choses. Mais cet ressentiment qui existait, vous avez tout à fait raison, aujourd'hui, heureusement, ça ne joue pas un rôle tellement important. Pourquoi? Parce que nous sommes des Européens, et nous sommes des Européens très convaincus, et on voit qu'avec Schengen, et quand on a la possibilité que les frontières disparaissent quand il y a Schengen, ça donne beaucoup des possibilités de vraiment oublier les grands problèmes historiques et que ça reste un fait historique, mais ça n'entre pas dans la politique aujourd'hui. Et je connais personnellement personne qui me dit « je ne vais pas aller en France » ou « je n'aime pas les Français parce que pas des raisons historiques ». Heureusement, ça existait, vous avez tout à fait raison, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Merci bien, merci beaucoup. Monsieur. Oui, monsieur l'ambassadeur, d'abord, je vous exprime toutes mes félicitations pour la franchise et la clarté de vos propos, qu'on les partage ou pas, peu importe. Je ferai simplement deux brèves remarques. La deuxième se terminera peut-être par une demande. Ma première remarque, c'est plutôt pour exprimer de l'émotion. Vous avez commencé vos propos par 1956. Mon père a passé 5 ans dans les camps allemands, comme beaucoup d'autres de sa génération. J'ai été frappé ensuite, tout gamin, combien il était, comme ceux qui étaient comme lui, très ouverts à de bonnes relations avec l'Allemagne et très craintif de l'évolution des pays soviétiques vers l'Europe, et qui était notamment chez vous et dans d'autres pays. Et pour moi, 1956, l'invasion de Budapest, ça a été vraiment mon éveil à la politique. On l'a suivi de très très près dans notre fin fond du Haut-Limousin, parce que mon père était très crispé sur ces sujets-là. Donc je vous remercie d'avoir commencé vos propos par ce point-là. Ma deuxième remarque est d'une autre nature. Je m'éloigne un petit peu de la Hongrie pour arriver à la deuxième partie de votre exposé sur la présidence hongroise actuelle. Et votre deuxième ou troisième sujet abordé était, avec raison, la compétitivité. Et à propos de la compétitivité, vous avez parlé d'énergie, vous avez parlé de différents facteurs essentiels. Il y en a un que je souhaiterais, moi, beaucoup plus en avance, parce que je crois que là, pour bien connaître beaucoup de systèmes éducatifs dans le monde, on est en Europe, et dans certains pays d'Europe, et notamment le nôtre, plutôt en déclin, c'est la formation. En France, on est convaincu, notamment depuis 30 ans, qu'à partir du moment où nous formons très bien nos supérieures élites, tout le reste va suivre tout seul, et au diable, on n'a pas le temps de temps à accorder aux 40% de gamins qu'à la suite du collège, on va parquer dans des zones qui certaines relèvent de l'apartheid, et au diable la formation. Je trouve que l'Europe centrale, à partir de la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne,
je trouve que ces pays d'Europe centrale ont une approche beaucoup plus homogène en matière de formation et se préparent mieux que nous à la future compétitivité de leur pays. Alors, ma demande, elle est là. Est-ce que, dans le cadre de cette présidence de l'Europe par votre pays, qui est un des pays actifs dans ce domaine-là, quand nous sommes melons, est-ce que cette présidence européenne ne serait pas l'occasion de lancer un débat, ou en tout cas à vous, monsieur l'ambassadeur, d'écrire un bel article dans la presse française pour dire combien la formation professionnelle, y compris au niveau des techniciens, des ouvriers qualifiés, est essentielle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour aussi cette question très, très importante, et merci beaucoup de me donner un moment la possibilité de parler encore quelque chose sur ce 56, parce que je le trouve très important. Dans mon opinion, 56, c'était historiquement tellement important, parce que dans le XXe siècle, il y avait 3 guerres mondiales. C'était la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Et dans chaque de ces guerres, il existait une bataille ou un événement qui n'était pas la fin de la guerre, mais qui a montré dans quelle direction cette guerre va aller. Vous avez eu la bataille de Verdun dans la Première Guerre mondiale, qui a montré que ça va finir très mauvais pour les pays du centre. Vous avez eu Stalingrad dans la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez ce qui est arrivé à Budapest dans la guerre froide. Parce que là, on a eu, si on regarde un peu les livres de l'histoire d'Europe, vous allez voir que dans les pays pas dans les pays de l'Est, mais dans les pays de l'Ouest, on a eu beaucoup des partis communistes qui sont devenus lentement très très forts en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'Union soviétique et dans les satellites de l'Union soviétique. Et ces communistes, ils ont toujours dit, si on a établi un système communiste, on ne peut pas le changer parce que c'est une chose tellement fantastique, seulement avec des forces de l'extérieur peuvent changer le système communiste. Et là, on a vu qu'on a eu besoin des troupes soviétiques pour maintenir le système communiste. Et ça a changé vraiment la structure des différentes parties. Et les communistes dans l'ouest d'Europe, ils ont vu que ça, c'était pas le futur. Ça ne fonctionne pas. La Hongrie a décidé de ne pas accepter ce communisme. Ils ont commencé de faire une révolution contre. Et là, quelque chose ne fonctionne pas. Et ça, c'était vraiment la première indication que cette guerre froide, dans quelle direction ça va aller. Ça a duré encore beaucoup de temps, jusqu'à 89, vraiment. Mais, oui, 89. Mais c'est une chose qui est vraiment une des importances de ce qui est arrivé à Budapest. Et pour ça, ça a une importance politique tellement forte. En ce qui concerne l'éducation, vous savez, nous avons des systèmes dans l'Union européenne qui sont géniaux. Le Erasmus, l'Horizon, les différents programmes où les étudiants des différents pays de l'Union européenne ont la possibilité d'aller à une autre université, d'apprendre comment on apprend dans des autres pays et d'avoir des amis dans des autres pays. Ça, c'est une des choses et un des programmes, les meilleurs programmes qui existent de l'Union européenne, c'est vraiment de donner aux étudiants la possibilité de voyager par l'Europe, étudier à des autres universités et dès qu'ils ont la possibilité de faire ça. Et pour ça, il faut vraiment travailler comment est-ce qu'on peut faire ces programmes plus effectifs. Vous avez probablement entendu, il y avait, avec mon grande surprise, la Hongrie qui est très souvent critiquée par tout le monde, l'Union européenne a décidé de plus donner d'argent de Erasmus aux étudiants hongrois parce qu'ils n'étaient pas contents avec un système. On a fait un changement dans quelques universités en Hongrie de les donner indépendance et de faire des universités, des fondations que l'université peut se financer, un système qui fonctionne aussi très bien aux États-Unis. L'Union européenne a dit que ça ne fonctionne pas. Pour ça, ils ont dit la Hongrie ne reçoit plus d'argent pour l'Erasmus. Ce qui était une stupidité totale, parce que avec ça,
ils ont quitté la possibilité pour les étudiants hongrois pour aller dans les autres universités et d'apprendre comment fonctionnent les autres universités. Et au même temps, ils ont donné l'argent que des étudiants des pays d'Europe viennent en Hongrie et apprennent sur les universités qui vont maintenant avec le système qui était tellement difficile à gérer pour l'Union européenne. Mais oublions ça, parce que ça va il y a une solution. Là, on a fait beaucoup de changements en Hongrie pour accepter tout ce que l'Union européenne a demandé. Alors ça va changer bientôt, mais un programme comme ça, ça va aider, et ça peut aider beaucoup pour que cette Union européenne fonctionne mieux, on peut mieux collaborer. Merci bien. Je crois qu'il y a une question, monsieur. Oui. Et madame. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Donc, je suis d'origine hongroise et je suis assez près des événements qui se passent en Hongrie. Je veux poser cette question. Si vous avez parlé de mérite tout à l'heure, si la Hongrie mériterait être en ce moment, fait partie de l'Europe, avec la justice qui n'est pas indépendante, avec les médias qui est de l'État et de l'État de Fidesz, de deux partis, et toutes ces... voilà. Oui, en ce qui concerne l'université que vous avez parlé tout à l'heure, c'est le problème que ces universités sont dirigées par les politiciens hongrois qui sont aussi comment dirais-je, qui font partie de la Fidesz, donc aussi la partie de M. Orbán. Et donc, il veut prendre le pouvoir sur tout. Voilà, excusez-moi, je suis un peu énervé. Non, pas de problème, vous avez tout à fait raison de demander ça. J'ai une bonne information pour vous. Il n'y a plus des politiciens dans les universités. Ça, c'est une chose qui n'existe plus. Et je vais vous dire une autre chose. Disons, j'écoute toujours cette question de contrôle de médias par le gouvernement. Quand est-ce que vous étiez la dernière fois en Hongrie? Il y a un mois. Vous savez, si vous regardez l'Internet, vous avez dans l'Internet les mêmes quantités des informations critiquant le gouvernement qu'avec la site que vous sûrement connaissez, Telex. Vous avez le Index qui est probablement un peu plus pour le gouvernement. Regardez les télévisions privées, vous avez le RTL, vous avez le TV2, vous avez vraiment... Vous avez deux chaînes très importantes, mais une c'est plutôt de l'opposition, l'autre c'est plutôt de gouvernement. Je pense, vous avez, comme vous parlez aussi l'hongrois, si vous lisez le HVG, vous avez aussi très bien des informations de l'opposition. Alors je pense, si je vois la situation des médias dans quelques pays de l'Union européenne, je vois que la Hongrie n'est pas tellement mauvaise parce que vous pouvez trouver toutes les informations contre le gouvernement et pour l'opposition, ou contre l'opposition pour le gouvernement dans les journaux, si vous êtes prêt à le lire. Vous avez une... je vous donne raison pour un segment de médias, c'est les journaux régionaux. Les journaux régionaux aujourd'hui ont une majorité de propriété de gouvernement. Mais malheureusement, pour les gens qui font des journaux régionaux, savent que ça perd chaque jour d'importance et l'information vient de l'Internet et la télévision et la radio. Mais merci beaucoup pour me donner la possibilité aussi de corriger ça. Merci bien. Merci beaucoup. Et je crois une dernière question avant l'intervention. Il y en avait une là-bas et une là. Alors deux questions, peut-être l'une après l'autre. Et puis après, il y aura une réponse de M. l'ambassadeur. La question est toute simple. Est-ce qu'en Hongrie, les gens sont contents d'être en Europe, d'appartenir, de faire partie de l'Europe, contrairement à beaucoup d'autres pays actuellement? Alors une autre question. Est-ce que les gens sont contents d'être en Europe en Hongrie? Et il y a une deuxième question. Quelle est la position de la Hongrie sur deux sujets qui sont à la fois démographiques, politiques, économiques, philosophiques et religieux? La légalisation de l'avortement, qui en France voudrait même être inscrite à la Constitution, et à l'autre bout des âges, l'euthanasie, les soins palliatifs, sujet qui est resté en bas de France avec notre
changement de niveau national. Merci beaucoup. 2 questions où je peux donner des très brèves réponses. Avec les derniers sondages en Hongrie, nous sommes à 70% des gens qui sont en faveur d'être dans l'Union européenne et 70% qui se sentent comme européens et qui sont heureux d'être dans l'Union européenne, ce qui est beaucoup plus que dans quelques autres pays de l'Union européenne. Madame, merci beaucoup pour votre question. Parce que je peux vous dire quelque chose que probablement, maintenant je vais gérer encore une fois beaucoup de critiques. Nous sommes un des très peu pays qui dit dans leur constitution et qui donne une définition de la famille dans la constitution, que ça veut dire la famille, c'est le père, le mère et les enfants. Et le père est un homme, la mère est une femme et les enfants sont les enfants. Et je vais vous dire qu'avec votre politique familiale que nous avons fait dans les dernières années pour aider aux jeunes familles, pour vraiment regarder qu'est-ce qu'on peut faire que les familles hongroises peuvent avoir plus des enfants, on voit que les apportements baissent avec une grande quantité, qu'on a beaucoup plus de mariages et qu'on a beaucoup moins de divorces. Alors, la situation de la famille en Hongrie est devenue beaucoup plus forte et on est très heureux d'avoir ces statistiques que aussi avec cette politique familiale, l'avortement est vraiment réduit. Statistiquement, on voit que la situation est en train de changer. Il est légal, l'avortement? Oui, il est légal avec... on a... Aujourd'hui, d'être dans l'Union européenne et faire illégal l'avortement, ça ne serait pas possible. Mais comme ça, il faut travailler de convaincre les personnes et de donner la possibilité d'avoir des enfants et qu'ils voient que ça c'est important d'avoir des enfants, que ça ne veut pas dire qu'on a moins de moyens financiers quand on a des enfants, mais qu'on peut vraiment bien maintenir une famille, ça c'est la chose qui est le plus important. Et là, je pense qu'on a eu la possibilité de présenter qu'on peut faire une politique pareille. Merci beaucoup. L'euthanasie. Ah, l'euthanasie? Oui. Enfin, l'aide à mourir. Pas l'euthanasie. Ça, c'est une chose qui heureusement, n'est pas un sujet chez nous. Merci. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.